Bonjour à tous. Dans À la page, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Frédéric Poisson pour son dernier livre, L'Islam à la conquête de l'Occident. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence Merci à vous. dans le studio de l'Homme Nouveau. Comme le veut la formule, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas besoin de vous présenter. Et comme le veut aussi l'habitude, après avoir utilisé cette formule, je vais justement un peu vous présenter en rappelant simplement que vous êtes le président du parti chrétien-démocrate, vous êtes ancien député, également élu local, mais vous êtes aussi, peut-être pour nous, est-ce le plus important, vous êtes un intellectuel, docteur en philosophie, juriste en droit du travail, et vous avez écrit plusieurs essais. Vous avez évidemment, en tant que parlementaire, énormément travaillé dans les commissions, et là vous publiez avec ce livre, L'Islam à la conquête de l'Occident, un nouvel essai qui, pour employer aussi un langage un peu courant, qui interpelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, avec ce titre fort, L'Islam à la conquête de l'Occident, qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement? Est-ce que vous avez voulu nous faire peur? Est-ce que vous avez voulu lancer un cri d'alerte, partir en croisade, expliquer? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Bien, je suis tombé il y a un an, au détour d'une de mes lectures portant sur le monde arabe et sur le Proche-Orient en particulier, sur un document qui s'appelle Stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Je l'ai apporté d'ailleurs ici à la fois. Et voilà, ce document fait 120 pages. Il a été publié il y a une vingtaine d'années, 18 ans exactement, et rendu officiel par les 57 États qui sont membres de l'Organisation de la coopération islamique, une espèce d'ONU de l'islam, pour dire les choses simplement. Et ce document porte parfaitement son nom. C'est une stratégie culturelle par l'intermédiaire de laquelle les États musulmans veulent faire dominer la charia sur le monde occidental. En fait, sur l'Europe, puisque l'extérieur du monde islamique, du point de vue de ce document, c'est très majoritairement l'Europe. Et dans ce document, on trouve en particulier deux expressions. La première qui dit que les États musulmans veulent installer, je cite, une civilisation de substitution à la civilisation occidentale, donc en Occident. Et la deuxième citation à laquelle on peut se référer, entre beaucoup d'autres, c'est ce passage où le texte dit il faut concentrer tous ses efforts pour installer, je cite, une société islamique pure et saine, compatible avec les fondements de la démocratie moderne. Fin de citation. Et quand j'ai lu ce document, je me suis dit, d'abord, comment se fait-il que personne ne le connaisse? Et j'ai sondé un certain nombre de personnes, certaines exerçant des responsabilités assez conséquentes, y compris dans le contre-espionnage ou renseignement ou la lutte contre le terrorisme. Effectivement, c'est donc elle est, j'allais dire loin dans le... Ce document n'est pas connu, les responsables politiques français ne le connaissent pas. Les islamologues, les universitaires, ceux qui étudient le monde arabe le connaissent. Mais j'ai considéré qu'il serait intéressant d'en faire un commentaire presque ligne à ligne pour déceler les intentions et mieux comprendre les intentions des États musulmans dans cette affaire. Et j'ai fait le choix d'en faire un livre parce que ce document mérite d'être connu, d'être analysé, et il explique par ailleurs très parfaitement ce qui est en train de se passer dans notre pays, en particulier ce qu'on appelle à juste titre l'islamisation de la France. Donc je ne veux pas faire peur, je ne veux pas non plus en rajouter, si je peux employer cette expression triviale. Je dis simplement, voilà ce qui est en train de se passer. Et alors même qu'on aurait pu considérer que l'islamisation relevait d'une forme de malchance un peu hasardeuse, au fond, ah bah tiens, ça éclot comme des girolles, un coup en Seine-Saint-Denis, un coup dans les Yvelines, un coup à Marseille, un coup à Toulon, un coup ailleurs, et tout ça de manière un peu désordonnée, la faute n'a pas de chance. Non, non, c'est une opération coordonnée, une stratégie conduite par les États musulmans sur le plan culturel, avec énormément de moyens et de soutien. La meilleure manière que j'ai trouvé de pouvoir contrer, ou en tout cas fournir aux responsables politiques français et aux Français eux-mêmes des moyens de la contrer, c'était d'expliquer ce que c'est, de la décrire dans le détail, de la commenter et de montrer comment cette stratégie se rattache à la lettre même du Coran et à la tradition islamique. Voilà quelle est mon intention. Ce document, vous dites qu'il est globalement inconnu, méconnu en tous les cas, même jusqu'à certains membres des services de renseignement. Comment est-ce que vous avez, si c'est pas indiscret, pu mettre la main dessus? Je suis un lecteur très attentif d'une femme libanaise qui s'appelle Lina Mour Nehmé, qui a publié en France plusieurs ouvrages
extrêmement intéressants d'ailleurs, en particulier un qui s'appelle Tariq Ramadan, Dalil Boubaker, Tariq Obrou, ce qu'il nous cache. Elle montre comment ces trois figures de l'islam en France, comme on dit, utilisent systématiquement la technique dite de la taqiyya, la dissimulation, pour faire avancer leur thèse et faire progresser l'islam en France. Elle démontre en fait que ce sont des menteurs institutionnels ou oui, c'est ça, c'est la taqiyya. C'est la thèse de Madame Monthermé. Et au détour d'une page, elle cite le document Stratégie d'action culturelle islamique. Alors, vous connaissez bien le système des notes de bas de page, la plupart du temps c'est comme les clauses des contrats d'assurance, en bas on ne les lit pas. Sauf que vous l'avez lu. Sauf que moi je suis un universitaire, je sais faire que deux choses, lire et écrire, donc j'ai lu la note de bas de page, par curiosité je me suis reporté sur le site internet où ce document est disponible et je l'ai trouvé. Car ce document de l'Organisation de la coopération islamique, enfin plus exactement, de l'Organisation islamique pour la science, l'éducation et la culture, ISESCO en anglais. Il y a un UNESCO de l'ONU, de la même façon il y a un ISESCO de l'Organisation de la coopération islamique. Et c'est l'ISESCO qui pilote l'écriture et la publication de ce document, qui est un document adopté à l'unanimité des 57 États arabes il y a 18 ans, publié dans les 3 langues officielles de cet organisme, l'arabe, l'anglais et le français. Document parfaitement officiel, tout à fait public, consultable par nos auditeurs sur Internet quand ils auront fait le site isesco.org, isesco.org, ils vont tomber sur la stratégie d'action culturelle islamique et ils commencent sur ce document. Comment vous expliquez qu'un tel document, surtout si on en croit tout ce que vous développez dans votre livre, ait pu rester aussi méconnu jusqu'ici? C'est une volonté c'est la stratégie de l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable ou... Il y a quelque chose, il y a évidemment de ça. Il y a ce qui est traditionnellement la très crasse ignorance de beaucoup d'élites françaises sur la nature même et la réalité de l'islam. On y reviendra tout à l'heure. Oui, je pense. d'en parler effectivement. Le fait qu'il y a une pression médiatique forte sur ces sujets et que, comment dire, il n'est jamais facile de s'attaquer, je mets des guillemets, frontalement, à cette civilisation, à cette culture. Et puis il y a, je pense aussi, un certain nombre de, comment dit-on ça, d'influences politiques. Je ne vais pas parler de la pensée unique parce que c'est un peu bateau, mais malgré tout c'est cela. Il est de bon ton, comme nous l'a appris la gauche française depuis quelques décennies, de soutenir tout ce qui est minoritaire, tout ce qui est multiculturel et tout ce qui fait pièce à l'Église catholique de France. Donc l'islam représente une forme d'opportunité bénie pour tous ces gens qui veulent, fouler aux pieds un peu tout ce que nous avons reçu de la chrétienté et du christianisme en France. Et donc ils ont soutenu l'islam, et alors en plus la gauche l'a fait pour des raisons électoralistes assez basses, je dois dire, considérant que, après tout, ça rentrait parfaitement dans le trépied de leur assise électorale. Une minorité, par définition opposée à la tradition chrétienne, multiculturelle, que du bonheur. Oui, que du bonheur. Voilà. Alors, vous parlez de l'islam, et il me semblait que l'islam était quand même extrêmement divisé. Il y a des grands courants, on le sait, les chiites, les sunnites, etc. Et là, on a l'impression, à vous entendre, qu'il y a un accord de tous les États musulmans, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Parce que les États musulmans, c'est pas simplement l'Arabie, ça va jusqu'en Asie, c'est quand même assez... c'est même oui, c'est extrêmement large, en fait. Il y a entre 1,2 milliard et 1,3 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui. Une minorité d'entre eux, d'ailleurs, sont arabophones, puisque l'immense majorité des musulmans aujourd'hui se trouvent en Asie, comme vous dites justement, entre l'Indonésie, le Pakistan et le Bangladesh. Il y a déjà presque 600 millions presque la moitié d'entre eux dans ces 3 pays. Il est vrai que les musulmans sont effectivement divisés en beaucoup de confessions, les 2 principales branches, sunnites et chiites, mais le chiisme lui-même se divise en un certain nombre on peut dire de sectes ou de confessions un peu dissidentes, dont certaines d'ailleurs sont à la tête de certains États. Les chiites du Yémen ne sont pas les chiites de l'État de Mascate et Oman, par exemple, qui eux-mêmes ne sont pas les chiites d'Iran. Enfin, tout ça est assez composite. Les sunnites eux-mêmes se divisent en plusieurs types de traditions, selon qu'ils sont davantage tournés vers l'action politique et la volonté de diriger la cité. Ce sont plutôt les traditions des frères musulmans, ou alors au contraire plutôt quiétistes, comme les salafistes, qui considèrent presque, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, que
vouloir avoir des ambitions politiques, c'est d'une certaine manière prendre la place d'Allah comme législateur et comme gouverneur. C'est presque profaner en quelque sorte quelque chose qui relèverait de la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que les salafistes, d'une certaine manière, sont politiquement assez peu dangereux, mais alors sur le plan du comportement individuel, sont très intrusifs. Pour le coup, il y a une concentration très excessive. On parle des salafistes quand même. Oui, ce sont politiquement les moins dangereux. C'est pour ça que ceux qui voulaient interdire le salafisme en France font fausse route. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Il y a pas de... Les wahhabites, oui. Les wahhabites, eux, considèrent qu'il faut régir la cité et de manière formelle. Et les frères musulmans, qui sont des sunnites de stricte observance, très très légalistes et très intégristes, on va dire ça comme ça, eux aussi sont très politisés et prônent toutes les techniques de prise de pouvoir. D'ailleurs, dans chaque État où ils ont pu le faire, ils l'ont fait. En Jordanie, en Égypte, et dans d'autres, ils le sont aujourd'hui en Tunisie, au Maroc. Enfin, il y a beaucoup d'États dans lesquels ils sont très présents. Mais effectivement, lorsqu'il s'agit de s'unir contre le monde occidental, sunnites et chiites se réunissent. C'est pas la première fois. Pour ne prendre que cet exemple, après la Première Guerre mondiale, la France et l'Angleterre avaient contacté l'ensemble des peuples arabes de la région du Proche-Orient pour s'assurer qu'ils combattraient contre l'Empire ottoman, contre les Turcs étant alliés des Allemands à l'époque du conflit. La France et l'Angleterre, très présents au Proche-Orient à l'époque, s'étaient donc assurés du soutien des tribus arabes en l'échange de la création d'autant d'États arabes indépendants à l'issue de la guerre. Cette promesse de la France et de l'Angleterre n'a pas été tenue. Et on a vu par exemple en Irak, dès les années 1920, les sunnites et les chiites irakiens, l'Irak a toujours été très très équilibré en termes de répartition de ces deux confessions, s'unir, sunnites et chiites ensemble, pour mettre l'anglais en dehors de l'Irak et se bagarrer contre l'autorité occidentale. Donc habituellement, les musulmans sunnites et chiites sont assez énergiques pour se battre les uns contre les autres, dans des conditions d'ailleurs extrêmement violentes pour la plupart des cas. Mais quand il s'agit de s'unir contre l'ennemi occidental, qui est le mécréant par excellence, alors là, ils sont parfaitement capables de faire capable de s'unir et de mettre au point une stratégie, une véritable stratégie de conquête. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'il s'agit de s'entendre sur la manière de faire régner l'islam en Occident, il n'y a plus de différence qui tienne entre sunnites et chiites. Les 57 États, donc l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont voté le même texte, celui-ci, qui est la stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Avec comme but, disiez-vous, d'établir finalement la charia dans nos pays occidentaux. La charia, pour nos téléspectateurs qui ne situeraient pas exactement ce terme, enfin ce qu'il recouvre, qu'est-ce que c'est exactement cette charia ? On peut dire dans une large mesure que la charia épuise tout ce qui est musulman et que rien de ce qui est musulman n'est en dehors de la charia. C'est presque une équivalence. C'est le système d'organisation sociale de la société musulmane. Elle s'enracine dans les trois grandes sources de la tradition islamique officielle, le Coran, la tradition, c'est-à-dire les témoignages des compagnons de route de Mahomet qui disent à quel moment de l'histoire a été révélé tel ou tel verset du Coran, ou bien comment s'est passé tel épisode de l'histoire de Mahomet, etc. Et puis ce qu'on appelle la sira, c'est-à-dire la biographie elle-même de Mahomet. La biographie officielle. Biographie officielle, absolument, parce qu'il y a des tas de formules, mais le consensus de la fin du IXe siècle, qui a arrêté la possibilité, enfin qui a interdit ensuite d'interpréter les sources officielles du Coran, ce consensus-là a aussi établi une liste officielle. Les fameux hadiths, qu'est-ce qu'un hadith ? C'est une partie de la tradition, de la sunna, et a établi une biographie officielle de Mahomet. Ces trois sources convergent pour établir la loi qui organise les sociétés musulmanes. Cette loi s'appelle le fiqh, on pourrait dire une jurisprudence. Par exemple, le Coran dit à propos de la polygamie, on peut avoir jusqu'à 4 femmes à un endroit du Coran. À un autre endroit, il est dit, si vous ne pouvez pas traiter de manière équitable les 4 femmes, alors il faut en avoir qu'une. Alors, sauf le prophète qui lui peut en avoir beaucoup plus, puis une révélation directe d'Allah vers le prophète sur la question de son nombre de femmes, donc lui il a le droit d'en avoir davantage parce qu'il est le prophète. Ça fait partie de ces révélations opportunes que reçoit Mahomet par Djibril, donc l'ange Gabriel, à propos de sa vie personnelle. Donc les juristes musulmans qui sont confrontés à cette apparente contradiction doivent bien établir une loi en vigueur dans leur pays. Si bien que dans certains pays, la polygamie est interdite purement et simplement, c'est le cas en Syrie par exemple. Dans d'autres pays, elle est autorisée, selon les termes du Coran, jusqu'à 4 femmes sans autre considération. Dans certains autres pays,
il est dit qu'on peut avoir plusieurs femmes à condition que la première des femmes soit d'accord pour qu'il y en ait d'autres. Donc il y a différentes manières d'organiser cette affaire. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que la charia, c'est la manière dont s'organisent les sociétés pour qu'elles soient une voie d'accès à Dieu. Charia en arabe, c'était pour les nomades la voie qui mène à l'oasis, à l'eau. C'est-à-dire le moyen de survie pour accéder à ce qui assure la survie. Le chemin de la vie, quoi. Le chemin de la vie, exactement, c'est ça. Et donc là, selon que vous êtes plutôt rigoriste, vous allez considérer que ce qui prévaut, c'est la lecture du Coran quand elle dit on peut avoir jusqu'à 4. Et donc vous êtes, un juriste musulman plutôt intégriste, on va dire ça, et littéraliste. Vous allez vous fonder sur cette parole-là. Si vous êtes plus souple, plus libéral, vous allez laisser un peu plus de latitude aux gens. Vous allez tolérer l'existence, mais faire en sorte que, effectivement, les femmes qui sont concernées d'abord au premier chef soient d'accord. Et vous allez avoir ainsi plusieurs façons d'incorporer dans le droit des sociétés ce qui vient de la tradition musulmane. Et vous aurez ainsi une seule image à réaliser une fois que le puzzle est complété, qui est la tradition islamique, mais différentes manières d'assembler le puzzle. Vous avez déjà vu des enfants faire un puzzle, il y en a qui font les tas par couleur, il y en a qui commencent par les coins, il y en a qui commencent par les bords, il y a des tas de manières de faire un puzzle, mais à la fin du compte, c'est toujours la même image qu'il s'agit de réaliser. Donc la charia, c'est cette façon d'organiser les sociétés pour qu'elles soient conformes à toutes les injonctions, toutes les obligations, tous les devoirs qui sont issus du Coran, de la Sunna, de la tradition, et de l'exemple que fournit la biographie de Mahomet. Et c'est cela qu'il s'agit de faire régner en Europe. Alors, il y a un point qui m'a marqué à la fois dans votre livre et dans plusieurs interventions que vous avez pu avoir à droite et à gauche, ou ici ou là plus exactement, c'est le fait que vous insistez sur le fait qu'il n'existe pas d'islam politique, que l'islam en fait est une totalité et qu'il est forcément politique. Oui. Expliquez-nous ça. D'abord, c'est ce que l'islam dit de lui. Parce que c'est pas ce qu'on entend dans les discours occidentaux la plupart du temps, mais où on essaye de faire cette distinction. Les Occidentaux réagissent à l'islam comme si c'était le christianisme des Arabes, en se disant deux choses. Premièrement, ils sont habitués, ils sont eux-mêmes de culture chrétienne, même s'ils ne le savent pas. Nous sommes, nous, Occidentaux, biberonnés à l'idée qu'il y a d'un côté le pouvoir politique et de l'autre côté le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux. C'est-à-dire, le pouvoir politique gouverne au fort externe, comme on dit, il émet des obligations, mais sans avoir le droit d'emporter la conviction intime de leur légitimité, alors que le pouvoir religieux, c'est l'inverse. Il n'a pas le pouvoir, la plupart du temps, d'obliger au fort externe, mais lui, il s'adresse aux consciences, au cœur, et il cherche la conversion du cœur. Ces deux dimensions sont absolument séparées dans la plupart des cas, dans les pays occidentaux, en tout cas dans la tradition française, c'est tout à fait certain. Rien de tout cela n'existe en islam. Il n'y a pas de distinction dans l'islam entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul législateur, c'est Allah. Que malheur à l'homme qui voudrait se faire législateur à la place d'Allah, parce que celui-là est voué aux gémonies et à l'enfer. Et d'ailleurs, les écoles juridiques dont je parlais à l'instant pour établir le fiqh, la jurisprudence, et constituent ainsi la charia, donc le mélange de la mise en œuvre par l'homme, premier élément, de toute la tradition islamique qu'il reçoit d'Allah, deuxième élément. Tout cela s'entend si et seulement si l'homme renonce à toute forme d'initiative dans l'élaboration de la loi. L'homme n'est pas un législateur en islam, il est le traducteur politique de la volonté d'Allah, c'est tout à fait différent. C'est l'inverse de notre manière de voir, nous, la responsabilité politique. L'islam se voit comme cette totalité-là, c'est-à-dire pas de séparation des deux sphères spirituelles et politiques, premièrement, et deuxièmement, il est davantage un projet politique qu'une religion. Dans le livre Inch'Allah de vos confrères Davé et l'homme qui est sorti il y a 5 ou 6 semaines, vous trouverez cet épisode très intéressant dans lequel un vieux musulman est interrogé donc par les jeunes étudiants qui partent faire l'enquête, et il y a cette conversation à propos de l'état d'urgence et des assignations à résidence de ceux qui sont soupçonnés de terrorisme. Et l'enquêteur dit, quand même, dans l'état d'urgence, nous avons la possibilité de surveiller régulièrement, plusieurs fois par semaine si c'est nécessaire, même par jour selon les cas, l'endroit où se trouvent ceux qui sont suspectés de terrorisme. Et le vieux musulman répond, vous savez, nous avec l'islam, on a inventé le contrôle à la mosquée 5 fois par jour. Tout est dit là-dedans. Effectivement. Il y a dans l'islam une volonté de contrôle social. Nous avons perdu de vue, nous autres occidentaux, ce que peut être la force d'une communauté religieuse. Je veux dire par là que pour les musulmans, la vie en dehors de la communauté est impensable. Le bannissement, c'est comme chez les Grecs, c'est très méditerranéen d'ailleurs comme approche. Le bannissement, l'ostracisme, comme on disait
dans la Grèce antique, et sans doute c'est l'équivalent de la peine de mort. Enfin, on se rappelle que dans la tradition philosophique, Socrate a choisi entre la peine de mort et le bannissement, mais c'est pareil. C'est une mort sociale ou une mort physique, c'est l'une des deux, mais on est mort dans tous les cas. Les musulmans récupèrent cette tradition, qui est à la fois très tribale, très méditerranéenne, très orientale, et la force de la communauté empêche tout individu, d'une certaine manière, d'exprimer quelque forme de liberté personnelle que ce soit. On se situe dans la trace d'Allah, malheur à celui qui ne suit pas les chemins d'Allah, malheur à celui qui ne va pas se battre, etc., qui n'ira pas au paradis. Enfin, dans tous les cas, il y a cette omniprésence de la communauté qui à la fois protège, nourrit, habille, enseigne, instruit, etc., les croyants et leur permet de maintenir la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle, dans cette civilisation où il n'y a pas de séparation du politique et du religieux, eh bien, on donne la prépondérance à la communauté, et c'est ce qui fait que chaque musulman a le devoir de protéger la communauté, de la nourrir, d'y travailler, de faire en sorte qu'elle se renforce, qu'elle s'étende, parce qu'elle est le seul et le premier vecteur de la propagation de l'islam. Et donc, de ce fait, quand nous regardons, nous, l'islam avec nos yeux occidentaux, en disant, de toute façon, il y a comme chez nous, un islam qui est politique et qui veut gérer la cité, celui-là n'est pas acceptable. Et d'un autre côté, un islam qui est spirituel, individuel, dans la sphère privée, pour reprendre cette expression qui n'est pas dans la loi de 1905, je me permets de le dire au passage, eh bien, celui qui est dans la sphère privée, ça nous va. Celui qui veut s'occuper des affaires publiques, ça ne nous va pas. Sauf que cette distinction en islam n'existe pas. À aucun moment, il n'y a pas un islam politique qui, lui, serait radical parce qu'il nous ennuie et qui voudrait nous imposer des choses que nous ne voudrions pas, et d'un autre côté, un islam politique, privé, religieux, spirituel, qui est gentil, parce que celui-là pourrait s'intégrer parfaitement dans notre système démocratique. Je le répète, si des musulmans considèrent l'islam de cette façon, d'une certaine manière, ils sont plus protestants que musulmans, parce que ça s'éloigne de manière, intéressant comme comparaison. de manière incroyable de la lettre même de l'islam. Oui, voilà. Donc la séparation n'existe pas, c'est une des raisons pour lesquelles je prétends, et je continue de prétendre, et personne ne m'a démenti jusqu'ici, enfin démenti si, mais démontrer le contraire non, il n'y a pas de compatibilité possible entre la lettre de l'islam et sa vision de l'organisation de la cité et la façon dont nous autres occidentaux nous la considérons. Alors on va reparler tout à l'heure, mais avant cela, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, ce qu'il faudrait que les... Enfin, plus exactement, ce qui manque aux Occidentaux pour regarder l'islam en face? D'abord, cette idée que il manque une seule chose au fond, dont tout est issu. Je considère moi les musulmans comme mes frères parce que je suis chrétien. Donc frères en humanité, oui, c'est ça. Ils sont comme moi des créatures du Seigneur, et donc depuis que saint Paul a dit qu'il n'y avait plus ni juif ni grec, il aurait pu ajouter il n'y a plus de musulmans non plus, parce qu'il n'y a pas de musulmans à son époque, il n'a pas pu le dire. Il n'y a plus de juifs ni grecs chez saint Paul, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction ni ethnique, il n'y a rien de tout ça. Il y a des créatures qui sont toutes créées par Dieu le Père, et donc à ce titre, nous sommes tous sur un pied d'égalité, tous frères les uns des autres, et donc nous avons la nécessité, ça c'est dans l'Évangile, de respecter les commandements, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, etc., et ton prochain comme toi-même. En dehors de ça, le reste, c'est pas de la littérature, mais disons que tout c'est découle résumé par ces deux points-là, oui. Eh bien, à ce titre, comme chrétien, je considère les musulmans comme mes frères, que ça me plaise ou non d'une certaine façon. Alors qu'au titre de l'islam, le musulman, lui, ne peut pas me considérer comme son frère. Parce que il n'y a pas chez les musulmans cette idée que nous participerions tous de la même façon à la même dignité, parce que nous sommes tous issus de la volonté d'un être transcendant qui s'appellerait Dieu. Celui qui mérite d'être digne, c'est celui qui reconnaît la souveraineté d'Allah sur sa volonté, et celui qui respecte la volonté d'Allah, ses prescriptions, et donc les choses qui en sont issues, c'est-à-dire les 5 piliers de la religion qui prononcent la shahada, c'est-à-dire la conversion Allah est grand et Mahomet est son prophète, enfin il n'y a qu'Allah qui est Dieu, etc. C'est la formule de la conversion à l'islam. Seuls sont considérés comme dignes et respectables et comme des frères par les musulmans ceux qui partagent la foi musulmane. Les autres ne le sont pas. Et vous comprenez bien que quand vous partez de ce principe et que vous le déclinez en termes d'organisation sociale, ça a des conséquences immédiates évidemment en termes de droit. Et c'est la raison pour laquelle dans tous les pays musulmans il existe plusieurs régimes de droit, c'est-à-dire au moins 2. Celui qui existe pour les musulmans et celui qui existe pour les non-musulmans, qu'on appelle des dhimmis, c'est-à-dire des gens qui sont dans une espèce de sous-citoyenneté
qui acceptent la tutelle sur eux de la religion islamique ou de la charia qui est dans le pays dans lequel ils habitent. C'est le cas dans tous les pays. Alors le cas le plus frappant est celui de l'Égypte avec les Coptes. Mais vous avez aussi la situation des chrétiens qui sont en Kurdistan irakien, dans la province autonome d'Erbil désormais, puis il y en a ailleurs. Et grosso modo, cette situation de dhimmi est très simple. Elle consiste à dire, pour un non-musulman dans un pays musulman, il n'y a que 3 possibilités. Soit il se convertit à l'islam. Bienvenue, il devient musulman. On trouve 2 témoins musulmans devant lesquels il prononce la phrase « Je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah, Mahomet est son prophète, il y a 2 témoins, c'est terminé, vous êtes musulman, on n'en parle plus. » Deuxième solution, vous refusez de vous convertir, auquel cas soit vous mourrez, soit vous partez, mais vous ne pouvez pas rester là. Ou alors l'intermédiaire, c'est vous acceptez d'être soumis. Vous payez un impôt par capitation, ça s'appelle la jizya. Vous payez un impôt foncier, ça s'appelle la kanat, parce que vous occupez comme non-musulman une partie de la terre d'islam. Ça, c'est pas possible. Il faut payer pour occuper ce bout de terre, donc vous payez une taxe foncière, en quelque sorte personnelle. Et là, vous pouvez rester. Mais vous n'avez pas accès aux emplois publics, vous ne pouvez pas épouser un musulman ou une musulmane, vous n'avez pas les mêmes droits civils, vous n'avez pas les mêmes droits pénaux, vous êtes puni pour un certain nombre de crimes pour lesquels les musulmans eux-mêmes ne sont pas punis, ou alors vous êtes puni plus gravement que les musulmans ne le sont pour la même faute. Bref, vous avez un statut de sous-citoyen. Au point même que dans une déclaration relativement récente, elle a moins de 2 ans, le grand cheikh de l'université d'Al-Azhar, le cheikh Tayeb, Al-Azhar étant le Vatican sunnite, on va dire ça comme ça, très grande mosquée du Caire, a déclaré que ce statut de la dhimmitude était hautement critiquable et considéré comme irrationnel et injuste. Je cite ses propres propos. Est-ce qu'on est dans une tactique ou est-ce qu'on est dans une affirmation de vérité, c'est autre chose, mais enfin, il faut dire que les musulmans, les plus grandes autorités musulmanes elles-mêmes reconnaissent que le fond d'inégalité essentiel qui caractérise le statut de dhimmi n'est plus supportable dans la société moderne, mais ça veut bien dire qu'il y a une inégalité de fond. C'est l'inverse du principe d'organisation des sociétés occidentales. Et ne serait-ce que cela indique que les sociétés partent dans 2 directions différentes. Et j'ajoute que, par ailleurs, on peut aussi trouver des différences de statut entre les hommes et les femmes musulmans dans un même pays. Vous savez que dans la tradition coranique, ou islamique en général, il faut 2 témoignages d'une femme pour valoir celui d'un homme. Dans beaucoup de pays musulmans, les femmes n'ont pas les mêmes droits de succession que les hommes en cas d'héritage, qu'elles n'ont pas les mêmes capacités à pouvoir se marier comme elles le veulent, qu'elles ne peuvent pas exercer tous les métiers, qu'elles ont eu récemment l'autorisation de conduire une automobile en Arabie Saoudite. Si leurs pères, leurs oncles et leurs maris sont d'accord, il faut quand même lire tout le texte et dire petit oubli que l'on fait c'est généralement quand on présente cette information. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est l'inégalité qui est le ressort même de l'organisation politique islamique, alors que l'égalité est le ressort d'une autre. Alors je ne dis pas que l'égalité occidentale est parfaite. Je dis que le principe sur lequel elle devrait reposer, c'est cette conviction que toutes les personnes humaines sont également dignes. Ceux qui croient en Dieu considèrent que c'est aux yeux de Dieu, donc aux yeux de la loi, et ceux qui ne croient pas en Dieu disent c'est aux yeux de la loi. L'islam dit l'inverse. Et c'est à cause de cette égalité de dignité que la fraternité est possible, et qu'elle est même requise dans la cohésion sociale, et c'est parce que la fraternité est requise de cette façon que la liberté peut s'exercer dans les limites fixées par l'égalité et la fraternité. C'est comme ça que ça marche. En islam, c'est l'inverse. En islam, c'est l'inverse. Les non-musulmans sont grosso modo à disposition des musulmans parce qu'il y a une inégalité de fond. Tant que nous considérerons que dans l'islam, l'inégalité est une bizarrerie de l'histoire et que c'est un moment retardataire de l'évolution historique de sa société par rapport au nôtre, nous n'aurons pas compris ce que c'est. Vous avez donc bien répondu à ma question. Donc votre livre met l'accent, découvre, explique, décortique, décrypte cette stratégie. Peut-être qu'avant de vous en faire parler un peu dans le détail, j'aimerais vous poser une question un peu de côté qui est celle-ci, c'est que mettre l'accent sur la stratégie qu'aurait l'islam ou des pays islamiques, n'est-ce pas d'une certaine façon exagérer la puissance qu'aurait l'islam, la puissance de conquête qu'aurait l'islam, et mettre un peu de côté le fait que nous sommes surtout très faibles vis-à-vis de lui. Les deux sont vrais en même temps. Je pense que, quand je prends encore une fois l'exemple de ce que décrivent les journalistes du Monde dans le livre Inch'Allah en Seine-Saint-Denis, je fais 2 constats. Le premier constat, c'est que l'islam progresse parce que la puissance publique renonce à exercer son autorité. Donc c'est notre faiblesse.
et que par ailleurs il progresse parce que il y a justement la force de la communauté qui empêche depuis l'intérieur toute forme d'expression critique ou toute forme de distance à l'égard de ce que fait cette communauté. Il est à peu près certain que l'immense majorité des musulmans de France n'ont pas lu le document publié par l'ISESCO, qu'ils n'en connaissent peut-être même pas l'existence. Il est tout à fait certain aussi que les quelques personnes à chaque endroit où l'islam est implanté qui doivent connaître ce document, eux, ils le connaissent. Ou elles le connaissent, pardon. Et il se passe en France ce qui s'est passé au Royaume-Uni depuis quelques années. Il y a d'ailleurs un think tank anglais, enfin un think tank, un groupe de travail, un laboratoire d'idées, merci, voilà, qui s'appelle la Société Henry Jackson, qui a publié il y a quelques années maintenant un rapport sur l'influence de l'Arabie Saoudite et des États pétroliers du Golfe dans la prolifération de l'islam radical en Grande-Bretagne. Ce rapport fait 8 pages, il est extrêmement instructif et il pointe de manière irréfutable que les États du Golfe sont allés chercher parmi les communautés musulmanes d'Angleterre, ou de Grande-Bretagne en tout cas, les membres les plus talentueux, les plus influents, les ont emmenés se former dans les bonnes universités au Proche-Orient et les ont réinjectés, entre guillemets, dans la société britannique. Et ça a été la première courroie d'alimentation de la montée du fondamentalisme. Oui, c'est des agents d'influence à partir de ce moment-là. Exactement, ce sont des agents d'influence, pas d'un islam modéré. J'ai toujours du mal à comprendre ce que ça veut dire islam modéré, mais admettons que l'expression ait un sens. Ils viennent avec la pensée wahhabite et donc la volonté de faire régner la charia très clairement, c'est-à-dire d'appliquer ce plan. Car dans ce plan stratégique d'action culturelle, il est bien indiqué que, bien entendu, les États musulmans sont sollicités pour soutenir, je cite le texte, toute organisation, toute association qui sera d'accord pour propager la vraie culture et l'islam authentique au sein des sociétés occidentales. Fin de citation. Il y a une volonté d'aider tous ceux qui sont prêts à partager ce projet. En France, ces personnes existent. Elles sont alimentées par des fonds étrangers. Ce n'est pas par hasard que le pouvoir politique français s'interroge depuis quelques années sur la bonne manière de couper les financements étrangers vers les centres culturels, les écoles coraniques et les mosquées et les communautés musulmanes. Donc tout cela existe en France déjà. Ce qui me fait dire que, peu importe d'une certaine façon, que l'intégralité des musulmans en France ne connaissent pas ce document. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il suffit que quelques personnes le connaissent, soient appuyées au titre de cette connaissance et du partage des objectifs décrits dans la stratégie par les États musulmans, soient financés par eux, soutenus par eux et en plios, pour que petit à petit ça s'installe. Et moi je ne crois pas dans les coïncidences, en tout cas pas dans celle-là. Je me souviens qu'il y a 4 ou 5 ans, peut-être 4 ans, le Qatar a annoncé qu'il était prêt à investir 50 millions d'euros dans le département de la Seine-Saint-Denis. Personne ne peut imaginer que ce soit pour repeindre les passages piétons et changer l'éclairage public. On se rend bien compte que c'est fait pour autre chose que ça. Et comme par hasard, le plan de la stratégie de l'action islamique culturelle se déroule, il se déploie. Ah bah justement, cette stratégie et ce plan, quels sont ces grands points, ces étapes? Et est-ce que ça se vérifie en dehors, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, dans la réalité française? Bien sûr. Je vais vous en donner un exemple tout à fait parlant et criant. D'abord, donner le plan d'ensemble. Il s'agit d'identifier des cibles d'action précises. On y reconnaît d'ailleurs l'action traditionnelle des États en termes de politique sociale. La stratégie considère qu'il n'y a pas d'action culturelle qui vaille et ne passe pas par un vecteur social. Autrement dit, on se sert de l'action sociale pour faire passer son message culturel. C'est bon sens, c'est intelligent. On ne peut pas faire le reproche d'être intelligent. Rien à redire de ce point de vue-là. Exactement. Donc on va s'interroger sur la confortation de la famille. On va se demander quelle doit être la place des femmes musulmanes dans les sociétés occidentales. Et donc on les invite à se concentrer d'abord sur leur vocation familiale, mais peut-être aussi à participer à d'autres activités et en règle générale, faire en sorte que l'action sociale des musulmans devienne une forme de vitrine pour la valorisation de l'islam lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à être des exemples de la beauté, de la grandeur, de la valeur incomparable de l'islam et de ses bienfaits civilisationnels. Troisièmement, même question sur la jeunesse. Comment fait-on pour que la 4e génération de migrants, de musulmans qui est maintenant en Europe, soit remise en contact avec la civilisation islamique et la foi islamique, alors que, sans doute, la société de consommation, les PlayStation, le McDonald's, tout un tas d'autres choses, les ont probablement dévoyés ou détournés de la tradition et de la culture islamique. Il faut rentrer dans les institutions.
La stratégie invite très volontiers à faire en sorte que les membres des communautés musulmanes s'inquiètent d'occuper des responsabilités à caractère public, non pas pour servir un projet qui serait le bien commun de la France ou du pays hôte, pour défendre les intérêts de la communauté musulmane en exerçant ses mandats. Là aussi, c'est écrit en toutes lettres. Donc on est bien dans une volonté à la fois de propagation de la culture par le biais de l'action sociale, avec deux effets. Un, on solidifie les communautés, c'est-à-dire on leur permet de mieux vivre là où elles sont. Et deux, on fournit une vitrine du fait que l'islam est finalement beaucoup moins dangereux ou beaucoup moins inacceptable que ce qu'on croit, et donc on en fait un moyen de prosélytisme dans une large mesure. Mais on le fait aussi dans le but de constituer à part ces communautés. Quand je vous ai dit ça, sur l'action sociale, il n'y a pas grand-chose à dire. Après tout, beaucoup d'autres communautés font des choses assez identiques, donc il n'y a pas de grief particulier. Il commence à y en avoir un lorsqu'on entend que les mandats publics doivent être exercés dans l'intérêt d'une communauté, et là, on est déjà dans une dérive par rapport à l'esprit des institutions françaises qui ne reconnaissent pas de communauté à part. La République est une et indivisible, dit-on dans la Constitution, ce qui veut dire qu'elle ne connaît pas le régime dans lequel on accorderait des droits spécifiques en fonction de quelques critères d'assemblage ou de rassemblement que ce soit. Mais il y a plus. Il y a d'abord le fait que ces communautés qui seraient constituées sont appelées à se renforcer à part de la société haute, mais même d'entrer dans une logique de séparation. La première preuve, c'est l'appel à faire en sorte que des juges islamiques viennent arbitrer les conflits internes à la communauté à part des institutions judiciaires du pays hôte. C'est-à-dire que les musulmans sont appelés, par exemple, en cas de conflit entre eux, à faire appel à un juge islamique et non pas à la justice française, absolument. Là, on n'est plus dans une logique simplement communautariste, qui était l'inspiration des sujets que j'ai abordés précédemment. Nous sommes clairement dans une logique de séparation, c'est-à-dire de constituer des communautés à part de la société haute, à partir desquelles on va pouvoir petit à petit propager la charia et la civilisation islamique. Et puis, il y a la question de la langue arabe. 14 ans avant Madame Belkacem, le document dit qu'il faut exiger l'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires occidentales. Vous voulez dire que Mme Belkacem a été un agent, peut-être... Je ne sais pas si elle est un agent, ça c'est son statut personnel que je ne connais pas. Mais peut-être sans le savoir, justement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris des dispositions qui vont exactement dans le sens de ce que demandent les États musulmans pour les communautés occidentales. Ça, c'est pas douteux, puisque... C'est bien dans le texte que vous avez... C'est parfaitement clair, ça y figure à 3 endroits différents, d'ailleurs ils sont parfaitement recensés dans mon ouvrage et cités comme tels. Cet enseignement de la langue arabe est central, pourquoi ? Parce que l'arabe est pour les musulmans la langue dans laquelle le Coran a été révélé à Mahomet. Et les musulmans ne peuvent pas imaginer qu'on puisse constituer l'unité de la communauté, qui est une obsession pour eux, ce que je comprends, sans que la langue arabe y occupe une place absolument centrale. Donc l'apprentissage de l'arabe pour un musulman, ce n'est pas un problème de culture. C'est pas du tout pour développer son sens critique. Il n'y a que le ministre de l'Éducation Blanquer qui peut croire ça sérieusement pendant plus de 2 secondes. C'est pour s'intégrer encore davantage dans la communauté, asseoir encore davantage la possibilité de transmettre l'islam aux générations qui viennent et donc propager la culture islamique et donc la charia. C'est un instrument de conquête, l'apprentissage de l'arabe. C'est pas simplement quelque chose qui ferait bien dans le paysage et que, on n'apprend pas l'arabe comme on apprend la gestion. C'est pas du tout le même statut. Et quant à croire une seule seconde que l'éducation nationale va enseigner l'arabe et que donc ça dispensera les enfants qui apprennent l'arabe en France dans l'éducation nationale d'aller à l'école coranique le soir, on se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, si vous voulez bien passer cette expression. Et pour quelle raison ? Parce que on pourrait imaginer là aussi que c'est une stratégie de bien penser. Ben oui, mais non. Le document lui-même le dit, d'ailleurs, il y a une petite différence entre la formulation du texte anglais sous ce rapport et la formulation du texte en français. Le texte anglais est beaucoup plus vif, beaucoup plus énergique que le texte français qui est un peu en rondeur. Le document, les États musulmans ne reconnaissent aucune forme de légitimité des systèmes d'éducation occidentaux à transmettre, comme il le faut, la civilisation islamique dont la langue arabe est le centre. Ouais, et en tout cas le vecteur. Et le centre est le premier vecteur. Donc n'ayez aucune illusion, l'arabe que les petits-enfants apprendront à l'école primaire le matin ou au collège le matin, ils le désapprendront à l'école coranique le soir parce que, du point de vue de diffusion, c'est même pas tout à fait le même arabe, pour être clair. Dans la mesure où la destination, ou la finalité, ou la place, le statut de cette langue ne peut évidemment pas être le même dans les deux cas. Dans cette stratégie,
j'ai l'impression que les femmes, qui ont quand même un statut que vous avez décrit tout à l'heure, un statut presque de sous-citoyenneté, en tous les cas, occupent une place importante. Par la femme peut se passer, peut se transmettre et se passer beaucoup de choses. Je fais référence là notamment à des épisodes qu'on a bien connus en France, enfin, qui sont assez récents. La réclamation d'heures de piscine uniquement pour les femmes, pardon, etc. Et au début de votre ouvrage, vous décryptez un épisode de l'émission, enfin qui fait référence à une émission qui s'appelle The Voice, si je ne me trompe pas, et qui met en place la prestation d'une jeune femme musulmane. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Pourquoi vous avez pris cet exemple pour débuter ce livre ? Parce qu'il est emblématique comme une forme de conquête soft. Pour resituer pour nos téléspectateurs, The Voice, c'est donc l'émission, c'est un radio-crochet, comme on disait à l'ancienne. Des gens viennent faire un concours de voix, c'est ça, un concours de voix devant la télévision. Ils sont sélectionnés par un jury, puis le gagnant obtient la possibilité d'enregistrer des disques, de faire des concerts, etc. Et arrive il y a donc un an et quelques, une jeune femme d'origine syrienne, française, très jolie par ailleurs. Il faut reconnaître que, comment dire, elle a un visage tout à fait harmonieux, avec des magnifiques yeux bleus, qui vient chanter une chanson qui s'appelle Alléluia à la télévision. Alléluia, c'est une chanson de Leonard Cohen, un vieux chanteur de folk song nord-américain, canadien, issu du mouvement hippie, enfin des années 60, contestataire, etc. Le texte de Leonard Cohen, Alléluia, est un hymne à l'amour physique. C'est pas du tout une antienne d'un psaume ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce registre. Pas dans les églises. Oui. Non, on ne chante pas exactement dans les églises, en tout cas pas dans toutes. Donc on a l'impression que cette jeune femme, qui par ailleurs a revêtu sur sa tête un voile, comme traditionnellement les gens qui sont dans la mouvance des frères musulmans le portent, elle chante Alléluia de Leonard Cohen. Sauf que elle chante le premier couplet en anglais, qui est le texte de la chanson de Leonard Cohen. Elle chante le deuxième couplet en arabe. Et le couplet qu'elle chante en arabe n'est pas la traduction du deuxième couplet de Leonard Cohen. C'est la reprise d'un texte qui est écrit par un Koweïti, un auteur chanson, je crois que c'est relativement récent d'ailleurs, qui lui décrit la manière dont un musulman se repent et revient dans le chemin d'Allah après son repentir. Alors évidemment, quand vous n'êtes pas arabophone, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, donc vous pensez que bêtement c'est la traduction en arabe de la suite de la chanson de Leonard Cohen. Pas du tout. C'est absolument pas ça. Mais si vous n'êtes pas arabophone, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que une jeune femme, militante pro-palestinienne absolument avérée, c'est la rafale de ses tweets qui permet de le dire, qui a publié un tweet après les attentats de Nice en considérant que c'était quasiment le gouvernement français qui avait organisé l'attentat de la promenade des Anglais il y a maintenant 2 ans et demi, qui a d'ailleurs été dégagé de l'émission The Voice pour ce motif. Eh bien, cette jeune femme, habillée comme une militante des frères musulmans, vient chanter en arabe un chant que tous les religieux musulmans connaissent, qui est un hymne à la grandeur d'Allah, donc une chanson islamique, et elle vient le chanter à 1 heure de grande écoute dans une des émissions les plus regardées de la télévision française sur la première chaîne de France. Mais en même temps, puisque nous ne comprenons pas généralement l'arabe, quelle est la portée de cette stratégie soft, comme vous dites ? Ça s'adresse à tous ceux qui comprennent l'arabe. Et le message pour tous ceux qui comprennent, c'est regardez, c'est un élément de conquête supplémentaire. Je viens chanter. Oui, c'est ça. Elle a pris une part de marché. C'est du gagne-terrain. Nous sommes dans une opération de gagne-terrain. C'est ce que, là aussi, renseigne très bien tous les articles que vous pouvez lire. Le Nouvel Observateur, il y a quelques mois, sur le financement des associations musulmanes. Le numéro du Figaro, du Figaro Magazine, il y a quelques mois aussi, sur les différentes mosquées. Le livre dont on parlait tout à l'heure, le numéro de l'Express, il n'y a pas très longtemps, sur la fin du vivre ensemble en France. Tout ça, c'est une opération de gagne-terrain. À chaque fois, on crante un peu plus la réalité qu'on veut. En fait, c'est une stratégie de grignotement dans le temps qui est sûre de gagner et qui s'est installée. Elle est sûre de gagner si on ne s'y oppose pas. Oui, si on ne s'oppose pas. Absolument. Mais alors justement, que faut-il faire pour s'y opposer ? Dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, et quoi qu'on en pense, vous et moi, il
il y a une forte communauté musulmane en France, ou en tous les cas, il y a beaucoup de musulmans en France. Le pouvoir politique s'interroge notamment vis-à-vis de la réforme de la loi de 1905. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous pensez de ces questions? Est-ce qu'on doit aller vers un concordat? Est-ce qu'on doit réviser la loi de 1905 pour donner une place plus importante à cette communauté musulmane? Il y a beaucoup de questions. Je vais répondre brièvement à chacune d'entre elles, et puis si vous voulez réinterroger ensuite, bien sûr, on peut le faire. La première des choses, c'est que la puissance de l'État doit se réaffirmer. Vous évoquiez tout à l'heure la question des horaires réservés pour les piscines, dans les piscines pour les femmes. D'abord, la réservation de ces horaires, c'est fait pour protéger les hommes, pas pour protéger les femmes, car dans la tradition de l'islam, il faut que les femmes se voilent pour que ces tentatrices insatiables que sont les femmes donc les hommes ne pêchent pas, ne fragilisent pas effectivement. ces faibles congénitaux que sont les hommes, parce que c'est quand même comme ça que ça marche. L'idée de réserver un horaire à une population donnée, une catégorie de la population dans une piscine, n'est pas illégale en France. On le fait tout le temps. On le fait pour les personnes à mobilité réduite, on le fait pour les scolaires, on le fait pour les compétitions, on le fait. Mais la façon de réserver des horaires pour ce motif est contraire à l'esprit de la loi, si ce n'est pas contraire à la loi. On le fait soit pour des nécessités pratiques, compétition, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas vous baigner dans la même piscine. Pour des questions d'apprentissage et d'organisation, c'est le cas des scolaires. Pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'elles ne soient pas mises en danger par des gens qui vont plus vite, qui courent dans tous les sens, etc. Enfin, il y a toujours une raison qui, d'une certaine façon, ne relève pas du statut des personnes en tant que telles sur leur identité, mais de ce qu'elles doivent accomplir à un moment donné. Ça fait partie des garanties opérationnelles que la République et la nation fournissent à ses membres. Là, c'est pour un très mauvais motif, c'est pour un motif, d'une certaine façon, de reconnaissance officielle d'une inégalité structurelle entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire c'est l'inverse de l'esprit de nos institutions. De la même manière, le fait d'avoir des menus de substitution, des menus halal à la cantine, j'entendais un maire l'autre jour d'une ville du sud de la France expliquer qu'il avait rétabli de la viande de porc une fois par semaine dans la cantine de ses écoles municipales. Le journaliste s'étonnait qu'il l'ait fait. Il a dit, mais ça fait partie des traditions culinaires de la France. En France, on mange du porc. Donc à la cantine, les enfants mangent du porc. Ceux qui ne veulent pas manger de porc, ils se débrouillent, mais en tout cas, la loi de la République, c'est ça. Et la loi de la République doit à la fois faire régner l'ordre, c'est sa fonction, mais elle doit aussi propager une part de notre civilisation, ça c'est sa finalité. Et donc nous nous sommes beaucoup concentrés sur la fonction de la loi en oubliant de temps en temps ce que pouvaient être ses finalités. Ça veut dire que nous avons, mais ce n'est pas le seul motif, concentré notre attention sur la gestion de la cité avant de nous interroger sur les finalités de la cité. Et au fond, l'abandon de cette dimension des finalités explique les raisons pour lesquelles notre civilisation est affaiblie dans son mode de transmission, dans le devoir que nous avons de la transmettre et dans la conscience que nous avons de ce devoir. C'est l'inverse des musulmans, qui eux sont parfaitement conscients d'avoir en héritage cette civilisation et que leur première obligation, c'est de la transmettre. Donc la première solution que je vois, c'est ça. Que nous nous réapproprions la richesse de notre héritage civilisationnel et que nous ayons le devoir de le transmettre. Parce qu'il est bon. Et que nous ne sommes pas dans une société multiculturelle, quoi qu'en dise le document de la stratégie. Moi, je n'accepte pas cette idée qu'une fois pour toutes, nous allons vivre avec plusieurs référents culturels qui sont à égalité les uns par rapport aux autres, parce qu'une société ne peut pas fonctionner de cette façon. Nous sommes un pays occidental, nos racines sont judéo-romano-gréco-chrétiennes. Enfin, si vous dites chrétienne, c'est la synthèse de tout ça d'ailleurs, donc ça va plus vite de le dire comme ça, mais ça veut dire tout ça en même temps. Il y a des influences, bien sûr, arabes, celtiques, d'où vous voulez, d'Afrique noire, nordique, viking, tout ce que vous voulez, mais le socle, le creuset de cette synthèse, il est chrétien, qu'on le veuille ou non. C'est ça qu'il faut arriver à réaffirmer. La puissance publique, la civilisation. Troisièmement, sur la loi 1905. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas signer de concordat avec l'islam. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas d'autorité pour signer un tel texte. Il n'y a pas d'équivalent dans l'islam de l'Église, même pas de la fédération protestante, ni de la fédération orthodoxe, ni du consistoire ou du grand Sanhédrin. Ça n'existe pas. Il n'y a personne en France vers qui vous pouvez vous tourner en disant « Chers musulmans sunnites, nous allons signer un accord ensemble ». Non. Si c'était des chiites, ce serait différent, car là, il y a une hiérarchie, il y a un clergé. C'est pas le cas des sunnites, or 99, quelque chose des musulmans en France sont sunnites et pas du tout chiites. Donc, il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de personne morale en capacité de contracter.
La deuxième raison, c'est que vous n'imaginez quand même pas une seule seconde que des musulmans religieux s'apprêtent à reconnaître quelque capacité que ce soit à la République française de leur créer des obligations. C'est contradictoire dans les termes, effectivement. Mais oui, puisque encore une fois, ils ne séparent pas la sphère religieuse de la sphère politique. Donc ils ne peuvent pas imaginer qu'ils vont signer un document à caractère politique pour les laisser pratiquer de leur côté tranquillement ce qui se passe dans la sphère religieuse. Pour eux, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire ça ne rentre pas dans leur catégorie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est parce qu'ils ne voient pas le monde comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de distinction. Tout ce qui est religieux est politique, tout ce qui est politique est religieux. C'est la même chose, il n'y a qu'une loi, il n'y en a pas deux. Chez nous, il y a plusieurs lois. Chez eux, il n'y en a qu'une. Allah est le seul législateur, je le répète. Il n'y a pas l'idée qu'il puisse y avoir une initiative législative des hommes est une constante dans l'histoire de l'islam, que ce soit l'islam égyptien, proche-oriental ou turc, ou encore tunisien ces derniers temps, tout récemment. Toutes les réformes dites de modernisation de l'islam ont visé justement à donner un peu d'initiative de création de la loi, on va dire ça comme ça, ou de la norme pratique aux hommes. Elles se sont toutes heurtées à la rigueur de la loi d'origine. Ça a été vrai pour les Moutazilites au Proche-Orient au Xe siècle, c'est vrai pour les Tanzimates en Turquie au XIXe, c'est vrai pour le début de la libéralisation, tentative de libéralisation en Égypte au début du XXe siècle, et c'est ce qui va arriver en Tunisie, puisqu'il y a 2 ans maintenant, les Tunisiens ont voté une loi de séparation du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Qu'est-ce que ça veut dire en Tunisie? C'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on se débrouille pour que les gestions soient séparées. C'est-à-dire on accepte l'idée que la même loi doit être agie par 2 autorités différentes. Mais c'est toujours une seule loi. C'est toujours la même. Il n'y a pas 2 lois. Il y a 2 acteurs, pour éviter que Daesh ou des fous furieux mettent la main sur le système politique et impulsent de cette façon. Donc ne nous trompons pas, il n'y a pas d'autorité pour signer le concordat. Deuxièmement, il n'y a pas d'oral de rattrapage en matière de loi 1905. Il ne s'agit pas de faire plaisir ou d'arranger le coup, je mets des guillemets, pour ceux qui auraient raté le premier tour des épreuves. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas en situation de pouvoir reconnaître un partenaire religieux qui n'existe pas. Troisièmement, je suis désolé, le concordat a été signé après que Bonaparte s'est assuré du fait que l'Église, comme le Grand Sanhédrin, accepterait les principes du droit civil. Et accepterait, je mets des guillemets là encore, les acquis de la Révolution française. C'est-à-dire que, il rentrait dans le moule, en quelque sorte, de l'organisation issue de la Révolution, en termes juridiques, je parle, dans le cadre d'un échange, qui existe encore aujourd'hui en Alsace-Moselle en France, grosso modo, le clergé devient un ensemble de ministres du service public du culte, en échange de quoi il s'engage à respecter la vie de la République, ses injonctions, ses lois, etc., etc. Si jamais les musulmans devaient entrer dans ce genre de considération, alors il faudrait leur demander de renoncer purement et simplement à la tradition même de leur religion. Donc à ne plus être musulmans. Donc à ne plus être musulmans. Donc s'ils ne sont plus musulmans, c'est pas la peine de signer un concordat. Cette affaire est complètement illusoire. Car je le redis, si on peut considérer rapidement que le monde occidental repose sur cette conviction que d'abord toutes les personnes sont égales en dignité, que c'est parce qu'elles sont égales en dignité que la liberté, l'égalité, la fraternité ont un sens et qu'elles ont un sens universel, pas partiel, universel, et que cette universalité doit s'exercer dans le cadre d'une séparation du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Alors ces 5 éléments sont radicalement contraires à la tradition même de l'islam. Donc si les musulmans en France veulent se conformer à cette tradition, à ces principes d'organisation de la vie sociale, plutôt qu'à la lettre de l'islam, c'est très simple. S'ils choisissent nous, la France, d'une certaine façon, ça veut dire qu'ils abandonnent l'islam. C'est insoluble pour eux. Donc il faut trouver un autre moyen de procéder et obtenir qu'à minima, là où ils sont, au moins d'abord qu'ils se conforment aux exigences actuelles de la loi de 1905 sur les associations cultuelles que respectent par définition les temples, les synagogues, les églises de notre pays. D'abord mettre de l'ordre dans tout ça. Toutes les écoles coraniques sont évidemment des associations cultuelles. L'immense majorité des centres culturels se transforment comme par hasard en mosquées le vendredi après-midi. Elles relèvent donc du régime des associations cultuelles. Les mosquées le sont bien entendu, un certain nombre d'autres choses. Donc je pense qu'il faut d'abord remettre beaucoup d'ordre dans tout ça et s'assurer que
les représentants de ces associations respectent effectivement l'intégralité des obligations qui leur sont faites par la loi. Et une fois qu'on aura fait ça, on verra déjà beaucoup plus clair. Et puis il y a un dernier élément. Il y a très certainement beaucoup de musulmans en France qui savent très bien que la véracité historique elle-même de l'islam est contestée. C'est la datation du Coran, c'est la situation de la ville sainte, c'est la Mecque, dit la tradition coranique. En réalité, beaucoup d'historiens se demandent si en fait ça n'est pas Pétra plutôt que la Mecque. Si on regarde un certain nombre d'indications qui sont données sur la ville de la Mecque dans les écritures islamiques. Le défi de l'islam aujourd'hui, en dehors de ces crises d'identité, en dehors de ce terrorisme qui le mine de l'intérieur, ce qui est une vérité, en dehors de la bagarre qu'il y a entre les nationalistes arabes et les islamistes dans tous les pays arabes, ça existe, ça a traversé tout le XXe siècle, ça continue aujourd'hui encore, ça n'est pas fini. Donc cette très grande crise, ces crises s'ajoutent à celle-ci qui est très centrale. L'islam va être confronté à la question de sa véracité historique tout de suite, là il y est déjà pour une large partie. Il faut absolument que la puissance publique française donne la parole, protège les travaux, donne une tribune ou aide à ceux qui veulent entrer dans cet examen critique par lequel la tradition chrétienne est passée depuis le nominalisme et même sans doute bien avant. Enfin, la succession des conciles ne s'explique pas autrement que de cette volonté de solidifier la véracité et la cohérence de la doctrine chrétienne, au moins dans les premiers siècles. L'islam devra passer par les mêmes fourches codines, et tant qu'il ne l'aura pas fait, je pense qu'il ne sera pas en situation, les musulmans ne sont pas en situation de rassurer les Français sur ses intentions et sur sa réelle volonté de conquête ou pas. En tout cas, je pense que les Français, eux, ont le choix. Il est crucial. Est-ce qu'on laisse faire ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis et dans d'autres endroits de la République, et puis dans un terme que vous et moi peut-être ne verrons pas, mais ce sera assez court. Nous serons dominés par la charia en France, ou alors on se réapproprie notre civilisation, la nécessité de la transmettre, on fait la vérité sur l'islam, et à ce moment-là, on a quelque chose de le faire reculer. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Merci. C'était À la page, une émission des éditions de l'Homme Nouveau. Nous recevions aujourd'hui Jean-Frédéric Poisson pour son livre « L'islam à la conquête de l'Occident ».